Bonjour et merci de votre fidélité à la RTV. Bienvenue à Débat de presse. Débat de presse, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTV. C'est chaque dimanche à partir de 11h et c'est en direct et avec les meilleurs analystes éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce dimanche, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, le premier sujet, l'entretien du président du Faso, accordé à 2 médias internationaux, notamment France 24 et RFI, entretien dans lequel Roch-Marc Christian Kaboré fait des annonces importantes, notamment sur le retour des exilés, mais aussi la libération des otages. Que penser de ces déclarations? On en parle ce matin. Ce matin également, la grève des transporteurs du Burkina, une grève décidée par une organisation de la fêtière unique, une grève contre la gestion du fret par le gouvernement burkinabé. Et au Burkina Faso, on est désormais habitué pour un oui ou pour un non avec les transporteurs. C'est un mouvement d'humeur avec son lot de conséquences pour les populations. Comment sortir de cette spirale? On en parle ce matin. Ce matin, troisième sujet, la Côte d'Ivoire avec le boycott actif décrété par l'opposition politique. Après la désobéissance civile, c'est à présent le boycott actif décidé par Pascal Affi N'Guessan et Henri Konan Bédié. Mais pourtant, ces candidats à la présidentielle ne se sont pas encore retirés de la course présidentielle. Comment comprendre que de la désobéissance civile, on en arrive à un boycott alors que ces candidats maintiennent toujours leur candidature? On en parle ce matin. Et ce matin, la Guinée, avec un scrutin qui se tient en ce moment même, un scrutin à haut risque avec en toile de fond des mutineries à Kindia, mais aussi des incidents à la commission nationale électorale qui organise les élections. Quelle analyse faire de cette actualité? On en parle ce matin avec nos invités. Et nos invités, c'est Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kino et bonjour à tous. Merci d'être venu pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour M. Kino. Et merci d'être là pour le débat. Troisième invité, il va nous rejoindre d'ici là, Bourema Ouedraogo, directeur de publication de journal d'investigation Le Reporter. Et donc, on commence avec vous d'ailleurs, Paul. C'est le premier sujet, notamment l'entretien de Roch-Marc Christian Kaboré avec des journalistes de la presse internationale, entretien dans lequel il fait des déclarations importantes. D'abord, dans la forme, comment vous analysez cette actualité? Bon, parlant justement de forme, je suis un peu étonné et un peu déçu du fait que malheureusement on continue ici au Burkina de donner la primeur de certaines informations aux médias internationaux. C'est vrai que c'est une pratique que nous avions dénoncée depuis le temps de Blaise Compaoré. On pensait que ça allait changer avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais bon, malheureusement, c'est une pratique qui est perpétuée. Comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas chasser le maître et installer son élève et puis avoir donc autre chose. C'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Vous l'avez dit, ce sont des déclarations assez importantes pour la sous-région et pour notre pays. On aurait bien aimé que ça soit effectivement donné au niveau donc des médias nationaux, même si on a constaté que le chef de l'État actuel a fait un certain nombre d'efforts pour communiquer avec la presse nationale, notamment à l'occasion de ses 100 ans au pouvoir. Mais j'espère évidemment que ça va changer dans les jours à venir. Cela d'autant plus que nous sommes déjà en période électorale. Il faut s'attendre à ce que on puisse faire donc les yeux doux aux médias nationaux dans les prochains jours. Voilà donc ce que je voulais dire pour la forme de cet entretien. Mais dans tous les cas, le contenu de l'entretien, me semble-t-il, était assez intéressant sur le plan donc de l'actualité de la sous-région, puisqu'on a parlé évidemment de la libération des otages au Mali, ce qui concerne jusqu'à un certain degré, en tout cas le Burkina, et puisqu'il a été dit que les terroristes présumés qui ont été remis en liberté, on trouvait parmi eux les cerveaux de l'attaque terroriste du café Cappuccino, qui a été l'une des attaques majeures ici au Burkina, idem pour Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Donc voici autant d'actualités qui nous amènent justement à nous intéresser beaucoup plus. Et je pense d'ailleurs que nos confrères de RFI et de France 24 ont bien fait de commencer par cette actualité, puisqu'on peut penser que la libération d'otages au Mali, c'est un peu lointain, mais ça nous concerne au premier chef, c'est là d'autant plus qu'on a effectivement été donc la cible d'attaques terroristes, par des terroristes qui aujourd'hui se retrouvent en liberté, pour donc en échange donc à la libération des 4 otages au Mali.
Et le président de dire que le Mali a cher payé pour cette libération, oui. On en viendra dans le débat. D'accord. Oui, Dabadi Zoumbara, pour vous, la forme, elle vous convient? Ben, je pense que M. Romba vient de le dire. On aurait quand même souhaité effectivement qu'à cette occasion, que ce soit effectivement la presse nationale qui soit mise en avant, que les médias internationaux. Bon, certainement qu'il y a un objectif qui est visé dans cette communication, qui vise à privilégier les journaux, les médias internationaux, que les médias, j'allais dire, locaux. Mais je pense que on peut comprendre d'une certaine manière le fait que peut-être que l'un des sujets majeurs qui porte sur effectivement la réconciliation, sinon le retour des exilés, étant donné qu'ils sont à l'étranger, je me suis dit peut-être c'est ça qui a dû motiver ce soir. Mais je pense quand même qu'ils ont des répondants au Burkina et que ça aurait plu, ça aurait été... En France, Emmanuel Macron, s'il a des déclarations importantes, il n'appelle pas la RTB. Exactement, c'est ce que je veux dire. Il ça se aurait été quand même France plus... 24, à France 2 ou à Tout à fait. Ça aurait été plus intéressant, effectivement, comme je le disais, parce qu'ils ont des répondants au Burkina, que de faire, effectivement, cette déclaration, par exemple, au Burkina. Et comme ça, effectivement, à l'intérieur, dans la mesure même où on sent qu'il y a quand même depuis un certain temps des gens qui militent pour le retour, qui organisent des activités, et que c'est la presse nationale qui relaie ces informations. Donc s'il y a une information dans ce sens qui viennent du pouvoir, que quand même ça soit la presse nationale qui soit mise en avant. Bon, je pense que sur ce point, effectivement, en tant que journaliste, on peut quand même avoir un pincement au cœur qu'on n'a pas été associé à cette initiative. On espère que, bon, peut-être que les jours à venir, les choses vont évoluer. Mais comme Miki l'a dit, effectivement, cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Hein, même sous Blaise Compaoré, c'était le cas. C'est vrai qu'on peut dire effectivement que, bon, les cadres d'échange avec la presse nationale ont été multipliés. Mais reste quand même que, bon, par moment, on est un peu déçu de n'avoir pas été associé à telle ou à telle initiative qui, à notre point de vue, peut permettre quand même de mieux communiquer avec les citoyens burkinabés. Oui, Bourema, bonjour, merci de nous rejoindre. Le président du FASO qui accorde une interview à France 24 et à RFI, une interview dans laquelle il fait des déclarations importantes, notamment sur le retour des exilés, mais aussi sur la libération des otages. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord de la forme, et on en viendra pour ce qui est du contenu de cet entretien. Oui, si la forme, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est une initiative de RFI et France 24 ou c'est une initiative de la présidente du FASO? Je pense plutôt pour la première parce que c'est pas la, c'est comme on appelle, c'est pas la première fois effectivement que ces deux médias s'associent effectivement pour interviewer des personnalités. Maintenant, là où effectivement le contenu, là où le contenu exigeait effectivement que dans la forme on accorde une certaine priorité aux médias nationaux, là effectivement c'est une réalité. On aurait dû effectivement, parce que ça concerne au premier chef le burkinabé, donc on aurait dû effectivement faire en sorte que on puisse parler dans un média burkinabé. Maintenant, la question de fond n'est pas de savoir s'il a parlé aux médias internationaux ou aux médias burkinabés. La question de fond, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que c'est toute une communication politique dans un contexte précis, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte de pré-campagne. Soit dit en passant, peut-être aussi que les médias nationaux étant interdits de couverture des activités ou des campagnes ou des activités de campagne déguisées, peut-être que le président n'a pas voulu effectivement prêter le flanc, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'effectivement, si cette question, on n'en voudrait pas au président d'avoir appelé les médias burkinabés pour donner la position de l'État burkinabé, de l'exécutif burkinabé par rapport à ce qui s'est passé au Mali, notamment à travers la libération des otages. Parce que quand le président affirme effectivement qu'il s'est cher payé, je crois qu'il l'épouse. En tout cas, ça correspond à une certaine perception de beaucoup de Burkinabés par rapport à ce qui s'est passé au Mali. Mais ça aurait été plus intéressant s'il parlait à des Burkinabés sur cette question. Mieux aussi la question de la réconciliation nationale. Parce que jusque-là, durant tous les 5 ans, il a toujours parlé de la réconciliation nationale, mais en bottant un peu en touche. Mais là, il allait un peu plus, même s'il n'est pas rentré dans les détails, il a ajouté un peu une petite couche en termes de contenu par rapport à sa vision et à ce qu'il projette faire en termes de comment on appelle, de réconciliation nationale. Donc toutes ces questions-là, effectivement, ça devrait se discuter
au niveau national, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand le président français a des déclarations importantes à faire, même si la RTV demande, je ne sais pas si qu'il va accorder la priorité à la RTV, il préférerait plutôt même prendre l'initiative d'appeler les médias français pour leur parler que de répondre à une initiative de la RTV qui est loin au Burkina Faso. Donc l'un dans l'autre, effectivement, et il faut que nos gouvernants, effectivement, apprennent à travailler avec les médias nationaux. Il faut qu'eux-mêmes contribuent, effectivement, à crédibiliser les médias nationaux aux yeux de l'opinion nationale. Parce que parfois, on a comme l'impression que c'est les médias burkinabés qui ne vont pas à la recherche de l'information. Et je ne suis pas sûr que d'initiative de la RTV, vous aurez pu, effectivement, à 112 heures, mobiliser le président du Faso pour faire un direct à partir de Kossiam. Je ne suis pas sûr. Maintenant, effectivement, là où on doit se poser véritablement des questions par rapport à de telles initiatives, c'est que, c'est vrai, on l'a dit, le président, c'est la première fois qu'il fasse une telle interview dans France 24 et puis RFI depuis qu'il a été élu. Mais comme il est candidat à sa propre succession et qu'il s'installe au pouvoir, parce que généralement les vieux présidents ou les présidents qui commencent à s'installer durablement dans le fauteuil parlent moins à leur peuple et préfèrent parler aux médias internationaux. J'espère bien, effectivement, que cette ouverture-là... Vous en voyez peut-être une façon d'arranger son image. Voilà, à l'échelle internationale, au détriment, effectivement, de donner l'information et de mobiliser ses compatriotes autour de ce qui devrait être l'essentiel pour le pays. Oui, Paul Miki, pour en venir à présent au contenu, il a parlé de réconciliation. Et une des déclarations importantes, c'est de dire que la réconciliation n'est pas une course de vitesse, bien qu'il dit également qu'il tend la main à l'ancien président Blaise Compaoré. Et donc ici, des Burkinabés commencent à douter un peu de la sincérité de ces déclarations. On se dit qu'il a eu 5 ans pour le faire, et si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire à ces déclarations? Non, je pense plutôt qu'il a dit qu'il ne refuse pas la main tendue de Blaise Compaoré. On se rappelle effectivement qu'en avril 2019, Blaise Compaoré avait écrit à Roch-Marc Christian Kaboré, on en a parlé à d'autres occasions, une lettre à travers laquelle il avait justement tenté de faire une offre de service pour la stabilité du pays. Et aujourd'hui, Roch-Marc Christian Kaboré dit, au détour de cette interview, qu'il ne refuse pas cette main tendue. Il explique que nous sommes dans un processus de réconciliation. Comme vous l'avez dit, peut-être que le processus dure depuis plusieurs années parce que ce qu'il est en train de vouloir faire en 2021, puisqu'il parle de 2021, il aurait pu le faire donc en 2016 ou en 2017 ou en 2018 et même en 2019. Maintenant, bon, on ne sait pas pourquoi et attendre cette période-là pour pouvoir le faire. Et comme on l'a dit sur ce plateau, nous sommes dans une période de pré-campagne, nous sommes à quelques semaines des élections au Burkina, donc on ne peut pas ne pas y voir un lien, malheureusement, avec ce élan nouveau vers la réconciliation, à travers notamment le retour des exilés, des anciens dignitaires, des dignitaires de l'ancien régime, disons-le ainsi. Maintenant, quand on regarde aussi dans le fond, il est évident que on se pose la question de savoir, puisque dans l'interview, il a dit si il est élu, il fera donc venir ses exilés. Alors on peut poser donc la question de savoir, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fera? Et de l'autre côté aussi, comme vous l'avez dit, on se demande pourquoi attendre maintenant pour pouvoir faire venir ces exilés. Et d'ailleurs, même lorsqu'on regarde un peu les interventions du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, il a toujours dit que, parlant de Blaise Compaoré, qu'il est parti de lui-même et qu'il pourrait donc revenir de lui-même. Alors donc, moi je note ici une contradiction entre ce discours-là et le discours qui consiste à dire qu'à partir du premier semestre de 2021, il pourra organiser éventuellement leur retour, puisqu'il a dit que ce n'est pas lui qui doit jouer cela. Mais dans tous les cas, je pense que c'est bon à prendre en termes d'offres de réconciliation. Au-delà des considérations politiques que l'on peut avoir, c'est bon à prendre en termes d'offres de réconciliation. Maintenant, est-ce qu'il pourra véritablement le faire? Moi-même, je vais jusqu'à me poser un certain nombre de questions si les gens ont intérêt véritablement à un retour de l'ancien président ou un retour des anciens dignitaires au Burkina, que ce soit dans le contexte actuel ou dans le contexte ou dans les semaines ou les années à venir. Je me pose véritablement cette question. Est-ce que ça ne va pas causer d'autres problèmes politiques plus que... Mais est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de réconciliation entre les Burkinabés? Oui, je suis d'accord. Il y a une nécessité absolue. Nous, on l'a dit depuis plusieurs années et on sait très bien que il fut un temps aussi où les acteurs politiques, notamment ceux qui étaient au pouvoir, avaient le discours qui consistait à dire qu'on n'a pas une fracture sociale pour parler de réconciliation. Ce qui se passe au Burkina, c'est qu'il y a un groupuscule d'acteurs politiques qui ont quitté le pays d'eux-mêmes et qui pourront revenir d'eux-mêmes s'ils le voudraient, mais on ne parlait pas de fracture sociale.
On avait dit à l'époque qu'il fallait donc penser à cette réconciliation. De plus en plus, on voit bien évidemment que l'ancien président Blaise Compaoré, il a toujours son parti politique, le CDP, qui est bien actif ici au Burkina. Il a donc ses partisans. Il a un candidat à l'élection présidentielle, voilà, du 22 novembre 2020. Il a un parti politique qui est toujours en forme ici au Burkina. Donc, il est important effectivement de penser au-delà des exilés, de penser aux partisans de ces exilés, parce que ce sont des Burkinabés qui vivent ici. Et je pense que là, le chef de l'État joue gros en tenant un tel discours. Il va donc essayer de pêcher dans le rang des partisans des exilés pour pouvoir donc gagner leur sympathie, question de se faire peut-être de nouvelles voix aux élections à venir. Apparemment, Dabadi n'est pas de votre avis. Non, je pense que ce qu'il dit est tenable, bien sûr. Bon, je voulais, avant de poursuivre, dire que, pour répondre un peu aux interrogations, apporter une réponse aux interrogations de Bourema qui demandait si cet échange est une initiative de la présidente ou des médias occidentaux. Pour ce que j'ai pu avoir comme information, ce sont les médias qui ont demandé l'interview il y a quelques mois de cela. Maintenant, certainement, c'est le timing qui, normalement, comme on le sait, a été bien calculé parce que n'oublions pas que ça s'est déroulé au même moment que la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Et donc, c'est une grande tribune, mais n'empêche que ce que nous avons dit ici est valable. Parce qu'on aurait quand même souhaité qu'à cette occasion, et que comme ça coïncide avec un événement majeur, que la presse nationale quand même soit aussi informée. Alors, pour maintenant réagir par rapport au fond de cet entretien, ben, moi je pense que Roch voudrait faire un clin d'œil aux militants du CDP qui ne s'y prendraient pas autrement. Voilà, je pense que c'est vrai, il n'a pas fait une promesse ferme, mais c'est tout comme. Voilà, en décidant effectivement ou en exprimant en tout cas sa volonté d'œuvrer s'il est élu à faire venir les exilés au premier trimestre de 2021. Et je pense que c'est une manière de donner espoir effectivement à ces exilés-là, mais aussi un mobile suffisant à certains militants du CDP de le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, si ils font un petit calcul et ils se disent que peut-être ils n'ont pas trop de chances de remporter l'élection, ben, mieux vaut soutenir Roch s'il est élu, mais les exilés vont rentrer. Donc on donne une possibilité ici aux militants du CDP de faire un calcul. Mais écoutez, nous sommes en politique. Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas que nous sommes... auquel a souscrit le candidat du CDP. Tout à fait, mais n'oublions pas qu'en politique, comme on l'a toujours dit, les accords, les promesses, exactement, c'est les intérêts. Nangal qui sait qui y croit, c'est les intérêts qui priment. Parce qu'on n'avait pas cette nouvelle donne. Donc on peut, le CDP dit, ben, écoute, dans la mesure où il y a une nouvelle donne, ben, on se permet effectivement de prendre telle ou telle direction. Donc ça peut arriver. Donc je pense que, en fait, le président Roch Marc Christian Kaboré est en train de se donner les moyens de réaliser certainement le coup KO dont parle tant son parti, c'est-à-dire qui consiste justement à pioncer effectivement un peu au niveau des différents partis. Là où on peut déstabiliser, on déstabilise, comme on le voit actuellement au sein de certains partis que je ne citerai pas, mais que vous connaissez très bien. Et là où on peut avoir des militants, ben on le fait pour les avoir. Et au finish, bon, il va effectivement se retrouver face à des candidats qui n'auront pas véritablement un poids réel pour effectivement l'empêcher de se réélu. Donc je pense que c'est certainement ça. Et aujourd'hui, avec ce qui a été dit, il est clair que les exilés seront obligés d'en tenir compte. Voilà. Et donc... Dans les consignes de vote. Ah oui, bien dans les consignes de vote, éventuellement. Et comme on le sait, bon, Blaise Compaoré, quoi que l'on dise, il a quand même droit de veto. Il est un président d'honneur à vie avec droit de veto. Bon, donc, il peut donner effectivement des instructions dans ce sens-là, parce qu'il veut effectivement rentrer. D'autant plus qu'il a manifesté cette volonté à une reprise. Et que des gens à l'intérieur y travaillent. Donc, au-delà même des militants, il y a que... Roch donne effectivement, j'allais dire, des motifs à ceux qui milient pour le retour de ces exilés, qui organisent des activités, etc., de poser sa cour, de le soutenir. Parce que finalement, la question de la réconciliation, comme nous l'avons toujours dit, est une question quand même qui
qui est extrêmement importante au Burkina et qui mobilise des énergies à pratiquement presque tous les niveaux. Donc, aujourd'hui, il donne effectivement un mobile suffisant pour effectivement rallier, pour que tous ces mondes-là se rallient effectivement à sa cause, comme on le dit. Mais je pense aussi que cet entretien, effectivement, a été l'occasion aussi pour le président Kaboré de se prononcer effectivement sur certains sujets, notamment la question de la libération des otages au Mali. Mais on a senti une sorte de gêne, quand même, il faut le reconnaître, par rapport à cette question. Et je crois que c'est tout à fait normal, parce que quand on sait que parmi les ingénieurs du Mali qui ont été libérés, il y en a qui ont commis des attentats sur le sol burkinabé. Bon, en tant que président, quand même, il faut reconnaître que ça donne un pincement au cœur. Mais comme c'est une décision, vous allez dire, souveraine des Maliens, il est difficile pour le président Kaboré de condamner ou en tout cas de dire clairement que non, il fallait ceci ou cela. Je pense que bon, il était obligé de rester dans une posture où il est difficile effectivement de donner une position tranchée. Et je pense que même par rapport à cette question des exilés, je pense qu'il est resté un peu, il a été prudent sur la question. N'oublions pas, comme je le disais tout à l'heure, que ça intervient dans un contexte où on célébrait le 33e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara. Au moment où, effectivement, plus des Burkinabés demandent que justice soit rendue à ces derniers. Et donc, s'ils prenaient une décision assez, j'allais dire, tranchée, une position assez tranchée, ils risquaient d'avoir, effectivement, des soucis avec les OSI. Et peut-être même au-delà, et d'autres organisations. Et donc, autant il donne l'impression d'être favorable. Il est assez prudent. Exactement, mais il est resté prudent, comme presque d'habitude. Il est beaucoup prudent sur pas mal de questions. Et donc, ça permet effectivement à chacun de se faire une lecture de la chose. Et puis, bon, voilà, et de prendre la décision qui sied. Oui, Bourema. Oui. Je crois que je suivais avec intérêt les deux confrères, mais il me semble qu'il y a beaucoup de données dont ils ne prennent pas compte. Il n'était pas possible, effectivement, au cours de ce premier mandat, de faire en sorte que Blaise Compaoré rentre. Techniquement, ce n'est pas possible parce que Blaise Compaoré est recherché. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui dans le cadre du dossier Thomas Sankara. Le dossier était en instruction et il n'était pas à un stade où, effectivement, politiquement, le président pouvait prendre une décision. Sauf à vouloir se faire harakiri, parce que depuis le début de son mandat, il se disait que la question de la réconciliation doit se faire sur la base du triptyque vérité, justice et réconciliation nationale. Donc il fallait effectivement qu'on soit à un niveau où la justice est avancée dans le traitement du dossier avant que le politique ne puisse intervenir. Quand on vous suivait un peu la chronologie des faits, le président pense, selon ce que lui-même il a dit, qu'on pourrait avoir un procès du dossier Thomas Sankara dans le premier trimestre de 2021, d'ici la fin du premier trimestre 2021. Et il fait une projection du premier semestre. Ça veut dire qu'il a encore, entre le premier trimestre et le deuxième trimestre qui forment le premier semestre 2020, une marge de manœuvre politique, parce qu'en ce moment, la justice aurait peut-être vidé les contentieux sur le plan judiciaire. Et là, le président qu'il est a toute la latitude effectivement de pouvoir prendre une décision politique après concertation avec l'ensemble des acteurs politiques pour gracier Blaise Compaoré au cas où il est condamné dans le cadre de la réconciliation nationale. Mais toujours est-il effectivement que je crois, si j'ai bien compris en tout cas la lecture si j'ai bien lu ce qu'il dit, c'est qu'il voudrait effectivement qu'il y ait procès et ensuite on pourrait enclencher la réconciliation nationale. Maintenant, est-ce que cette déclaration suffit pour avoir des voix au CDP? Si tel est le cas, moi je m'interroge si effectivement le militantisme de ces derniers, parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un fasse une déclaration pour qu'on aille voter pour lui. Moi honnêtement, si ça peut avoir des voix au CDP, le CDP a des soucis à se faire. Parce que le président peut dire encore beaucoup plus, comment on appelle, plus mieux. Il peut aller plus loin dans les enchères. Dans les enchères que ça, et le CDP se viderait. Non, je crois qu'il faut... Si cette question, je crois que le président essaie effectivement de faire comprendre que, au cours de son deuxième mandat, il veut faire un certain nombre de choses, rattraper beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire au cours du premier trimestre. Et là, tout le monde est d'accord effectivement que ce premier mandat a été, pour beaucoup effectivement, catastrophique sur plusieurs plans. Et il va falloir effectivement que le président, s'il est réélu, travaille effectivement à faire en sorte que ce qu'il n'a pas pu faire au premier mandat, notamment en termes de réconciliation. Et moi, je suis d'accord avec lui quand il dit que la réconciliation, ce n'est pas une course de vitesse. Mais je vais même plus loin. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la question de la réconciliation nationale au Burkina Faso, c'est une agitation politique.
il y a quelques individus qui ont mangé ensemble pendant des siècles, qui ne s'entendent plus et qui se font la guerre. Les Burkinabés n'ont pas de problème entre eux. Ça, moi, il faut qu'on le dise. C'est les politiciens qui veulent mettre les Burkinabés en conflit entre eux. Parce qu'eux, ils sont en conflit, même pas sur des questions politiques, mais sur des questions personnelles, de partage de pouvoir, de partage de rentes politiques. Et ça, effectivement, il va falloir que les Burkinabés ouvrent l'œil et le bon pour faire en sorte qu'on ne continue pas à nous embarquer sur les humains de quelques dizaines d'individus qui, pendant 3 décennies... Oui, près de 40 ans. Pendant 40 ans, effectivement, on tout fait ensemble, ils s'entendent, ils se font la guerre, ils se réconcilient. Mais ça doit s'arrêter. Donc il faut travailler, faire en sorte que, comme moi je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, que l'élection de 2020 doit être pour les Burkinabés un engagement pour que ce soit le terminus pour le bus qui emporte tous ces gars qui sont là depuis 40 ans. Et qu'en 2025, on puisse faire autre chose. Si on continue à se laisser embarquer dans des calculs politiques de réconciliation en 2021 et autres là, je crois effectivement qu'on sera toujours embarqué. Et en 2025, si ce n'est les mêmes vieux briscards, ce seront leurs bons petits qui seront encore là pour nous tirer, nous continuer à tirer le pays vers le bas. Oui, Paul Miki, et par rapport aux otages au Mali, il le dit... c'est cher payé pour le Mali, Dabadi l'a dit. On retrouve parmi ces djihadistes libérés certains qui se sont rendus coupables d'exactions et d'attaques sur le sol burkinabé. C'est quand même un pincement au cœur de voir un peu en liberté ces techniciens du mal, comme le dit, ces ingénieurs du mal, comme le dit Dabadi. Je l'emprunte ce mot. Oui, bon, je pense que Dabadi a raison, surtout quand il dit que le chef de l'État doit être gêné dans sur cette actualité, puisque quand même, nous avons connu une attaque terroriste ici au Burkina avec une trentaine de morts. L'attaque du café Cappuccino. On était justement à la recherche de ces terroristes-là. Et on apprend que le cerveau aurait été arrêté au Mali et c'est le même cerveau qui a perpétré les attaques du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et du coup, on nous apprend aujourd'hui que parmi les présumés terroristes libérés, il fait partie. Donc ça peut être quand même gênant puisque nous avons perdu une trentaine de personnes. Mais de l'autre côté aussi, on a vu un chef de l'État parlant de Roch Marc Christian Kaboré qui a salué la libération des 4 otages. C'était bon pour le Mali politiquement puisqu'il s'agissait donc du chef de l'opposition qui était entre les mains de ses ravisseurs. Donc sur le plan politique au Mali, il était important que ce dernier puisse recouvrer cette liberté. Donc au-delà de ce qu'il a dit parlant du chef de l'État, ça pose le problème justement des négociations, du dialogue que l'on peut avoir avec les groupes terroristes. On montre effectivement que c'est possible souvent de négocier, même si je suis d'accord avec lui quand même que ça peut faire mal d'entendre une vingtaine de terroristes qui ont été remis en liberté, après qu'ils aient été donc accusés, ou du moins en tout cas qu'ils aient été cerveaux d'attaques terroristes un peu partout au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire et peut-être dans d'autres localités. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'on va avec de telles libérations. Mais qu'est-ce que vous voulez? En temps de guerre, il y a toujours ce qu'on peut appeler les échanges de prisonniers. Je pense que c'est ce qui a été donné donc de voir au Mali. Et malheureusement, dans ce pays-là, avec cette libération, quelques semaines après, quelques jours après, on a vu effectivement qu'il y a eu d'autres attaques terroristes très sanglantes donc, au niveau donc, du Mali. Donc, en réalité, je pense qu'il n'était pas bien placé pour parler de cette affaire, Roch Marc Christian Kaboré, puisque c'est vrai que ce sont les autorités maliennes qui ont décidé, en toute indépendance, de procéder justement à ces échanges donc, de prisonniers, même si de notre côté aussi, on aurait bien voulu voir effectivement les cerveaux des attaques terroristes du café Cappuccino ici, pour qu'ils puissent répondre de leurs actes, puisqu'il faut le rappeler, on a perdu quand même une trentaine de personnes dans cette attaque majeure au Burkina. Bourema, deuxième sujet de débat, très rapidement, c'est le secteur des transports au Burkina, où pour un oui ou pour un non, ces transporteurs vont en grève. Et cette fois-ci, ils sont dans un mouvement d'humeur qui, en principe, prend fin ce 17 octobre. Et ils manifestent contre la gestion du fret par le gouvernement burkinabé. Le président de la fêtière unique, Issouf Maïga, l'a dit d'ailleurs, ils ne font pas confiance au gouvernement pour cette gestion. Et le ministre en charge des transports est revenu là-dessus. Le gouvernement est ferme et ne reviendra plus sur sa décision. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas?
Ce qui ne va pas, c'est que le gouvernement a toujours été laxiste vis-à-vis de ces acteurs du transport qui peuvent... oui, on n'est pas contre le fait, ils sont libres, c'est des Burkinabés comme tous les autres. Ils ont le droit de gréver quand ils ne sont pas contents, mais en même temps aussi, parfois, là où il n'était pas question effectivement d'être laxiste avec ces transporteurs-là, c'est quand ils sont en grève et qu'ils créent un blocus autour des principaux centres urbains. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, c'est tant mieux. Mais effectivement, c'est la question de la gestion du fret. Je crois qu'il y a une mafia qui avait été instaurée pendant longtemps, dans laquelle d'ailleurs les transporteurs étaient partie prenante. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de dossiers par rapport à la gestion du fret, notamment au niveau du port de Tema. Pendant longtemps, les mêmes CBC qui contestent aujourd'hui, pendant longtemps, les mêmes acteurs de l'OTRAF qui s'est retrouvé aujourd'hui avec la fêtière unique, de l'IFCB qui était là, en fait, ce sont les mêmes qui dealaient sur le fret, qui choisissaient qui devait transporter à quel moment, qui devait charger à quel moment. Pendant longtemps, ils ont travaillé ensemble de façon, comment on appelle, opaque. De façon opaque. Si peut-être le gouvernement a essayé de tirer les choses au clair et de créer les conditions pour qu'il y ait un meilleur regard sur la gestion de ce fret, certainement ça n'arrange plus les acteurs parce qu'ils se sont habitués pendant longtemps à cette opacité. Et aujourd'hui, moi je suis surpris de voir qu'ils disent non, ils ne font plus confiance au gouvernement, ils ne font plus confiance au CBC pour gérer le fret burkinabé. Alors que ça a toujours été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'ils aient le courage et l'honnêteté de nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'aujourd'hui, ils n'aient pas confiance au point d'aller en grève. Parce que moi, je connais des transporteurs qui ne sont ni membres qui sont pas membres de cette structure, qui ont leur camion, qui ont refusé de charger parce que justement, l'OTRAF leur réclamait en son temps de payer un certain nombre d'adhérents et de payer comment on appelle, des ristournes ou je ne sais quoi. En tout cas, il y avait un certain nombre de frais qu'ils devaient payer et comme ils ne payent pas, on faisait tout en fait en complicité avec les CBC pour que ces transporteurs-là ne puissent pas avoir des chargements. Donc, si aujourd'hui ces acteurs-là disent qu'ils ne font pas confiance au gouvernement, c'est de leur faute effectivement si le gouvernement essaye de mettre de l'ordre dans la gestion du fret. Mais ce que je dois dire, il faut que les transporteurs comprennent que nous sommes dans un secteur concurrent. Et aujourd'hui, si c'est un secteur concurrent, le gouvernement fait assez de fois en faisant en sorte qu'il y ait une répartition entre les camions burkinabés et les camions non burkinabés dans le transport de fret. Mais s'ils ne peuvent pas trouver une solution en termes pour gérer ces fret, et puis le fret là appartient à des personnes, à des structures. Laissons ces structures-là gérer les fret. Si le gouvernement, il n'appartient même pas à la fête de vouloir gérer le fret. Puisque le fret appartient à des acteurs, des importateurs qui commandent les matériels. Pourquoi ils se battent avec le gouvernement par rapport au matériel des autres? Ils n'ont qu'à laisser les autres décider de qui doit transporter le fret. Et là, effectivement, on se rendra compte que tout le monde est sur un chemin effectivement où on veut la vérité. Mais là, en fait, on a deux acteurs à qui ils n'appartiennent pas à une chose et qui se battent pour être propriétaires de la chose. Mais ça n'a rien à comprendre. Oui, et Dabadi, votre avis sur cette grève des transporteurs et la gestion du fret? Oui, je pense qu'il faut travailler à crever l'abcès parce que les Burkinabés commencent à en avoir marre. Il est clair qu'à chaque fois qu'il y a une grève des transporteurs, ce sont les populations qui payent le plus fort. Voilà, parce que tout de suite, le prix de carburant s'est trop multiplié, souvent par 2, souvent par 3. Il y a même pénurie dans certaines stations. Mais justement, c'est ça. Depuis hier, c'est ce qu'on a constaté. Voilà, les gens étaient obligés de courir un peu partout dans la ville pour chercher du carburant. Il y en a qui sont obligés de prendre des bidons pour aller chercher du carburant pour déposer, parce qu'ils se disent que bon, peut-être que la situation sera bloquée pendant longtemps, avec tous les risques que cela comporte. Donc, je pense qu'il faut véritablement travailler à crever l'abcès. Sinon, à ce rythme, il est extrêmement difficile. Parce qu'il est clair que le budget de chaque citoyen qui a lieu au carburant n'est pas extensible à souhait, si on doit effectivement tout le temps vivre de telles situations. Mais cela dit, moi je ne jette pas l'anathème sur les transporteurs seulement. Je pense que le gouvernement aussi a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Pour la simple raison que moi j'ai le sentiment que certaines décisions ne sont pas prises dans un climat de sérénité. J'ai l'impression que le gouvernement, souvent, face à certaines situations, veut aller vite sans une concertation véritable avec les premiers concernés. Il est clair que dans cette affaire, si on décide effectivement... Le gouvernement reproche aux transporteurs de ne pas avoir vraiment des interlocuteurs
Tout à fait. assez crédible, avec qui discuter souvent. Oui, mais... quand on regarde la fêtière unique mise en place par Issouf Maïga et ses camarades, a été concurrencée, pour ne pas dire disputée, par une autre fêtière. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux fêtières, et donc le gouvernement ne sait pas à qui parler. Exactement. C'est ça, j'en venais justement. Mais je vais dire tout ça, le résultat c'est quoi? C'est parce qu'il y a une collusion entre le politique et le monde des affaires. C'est ça. Parce que qui est propriétaire de ces camions dont on parlait, etc. Mais certains de ces camions appartiennent aux membres du gouvernement. C'est ça le vrai problème. Et donc, comme les transporteurs routiers le savent, mais ils ne se laissent pas faire. C'est ça. Donc, à l'élite, oui, si vous voulez, voilà, certains, politique, même militaire, disons. Tout à fait. Voilà. Donc, enfin, les dignitaires, si vous voulez, du régime. Donc, ça fait qu'il est difficile, dans un tel contexte, de pouvoir trouver une solution qui va contenter effectivement l'ensemble des acteurs. Et l'autre aspect, c'est comme je le disais, vous voyez des gens qui géraient, Bourema l'a dit, qui géraient une affaire dans une certaine opacité. Mais dans la mesure où on décide effectivement de changer les règles, mais clairement, le gouvernement doit se rendre compte il doit se rendre à l'évident que c'est une décision qui ne pourra pas passer comme une lettre à la poste, tout simplement parce qu'elle va ôter le pain de la bouche à certaines personnes. C'est clair et net. Et donc, je pense que la véritable bagarre se situe à ce niveau. Et donc, il faut que le gouvernement arrive à travailler de manière à ce qu'il y ait une certaine sérénité, mais aussi qu'il y ait un certain, enfin, ils allaient dire un consensus. Parce qu'il rien ne sert de prendre des degrés qu'on ne peut pas appliquer. Quand on regarde dans cette affaire, j'ai eu l'impression qu'il y a une sorte d'incohérence. Pendant que le ministre chargé des Transports martelait d'un ton martial que le gouvernement ne reculera pas d'un iota, au même moment, on apprenait du côté des acteurs que les plus hautes autorités ont promis de prendre leurs exigences en compte et que le décret qui a été pris, ou disons l'arrêté, sera effectivement corrigé. Bon, dans un tel contexte, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut que renforcer les transporteurs. La RTV a réussi à son journal de 13h du 16 dans leur position. Cette semaine, le président de la fêtière unique, El Hadj Issouf Maïga, qui dit qu'il revenait même de la présidence et puis il a discuté avec le chef du gouvernement sur un certain nombre de choses. Effectivement, on se pose effectivement des questions à ce niveau. Voilà. Donc vous voyez, donc quand on est face à une telle situation, il est difficile de trouver une solution qui soit vraiment, j'allais dire, à l'avantage de tout le monde. Et l'autre aspect, on a eu le sentiment que le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Lorsqu'on décide de retirer la gestion du fret aux fêtiers des transporteurs routiers, le gouvernement devrait s'assurer que tous les mécanismes fonctionnent, qu'il maîtrise déjà le mécanisme et qu'il a pris le temps de disponibilité, le carburant, etc. Regardez, en 2 jours, 3 jours de grève, paf, on est dans une pénurie. Ça pose un problème. Donc, les mêmes qui ont des camions pour aller transporter le carburant, si on ne trouve pas une solution médiane, entre griffes, mais ils vont toujours nous créer ces situations-là. Les jours qui ne sont pas contents, mais ils vont bloquer le carburant, ou bien ils vont bloquer d'autres produits, et pendant ce temps, les commerçants vont augmenter le prix, et c'est le pauvre citoyen qui va casquer. Donc je pense qu'il y a un sérieux problème. Regardez comment on arrive à résoudre le problème de ces transporteurs. À chaque fois, il faut recourir au chef de l'État. Est-ce que ça, c'est vraiment normal? Nous avons quand même un ministère, nous avons des SG, nous avons un ministre, nous avons le Premier ministre, mais il faut arriver, c'est le président du FASO pour pouvoir trouver une solution. C'est qu'il y a un problème. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de ce cycle infernal. Sinon, à ce rythme, et moi j'ai bien peur pour notre pays. Oui, Paul Miki. Oui, bon, je pense que effectivement, la question du transport au Burkina, il y a un manque de transparence. Tout le problème, c'est là. Il y a un manque de transparence qui date certainement depuis plusieurs années. Il y a des intérêts qui ont été entretenus depuis plusieurs années, et quand on veut voir clair dedans, évidemment, ça donne la situation que l'on a. Alors, d'abord, du côté du gouvernement, il faut dire que il y a eu justement cette volonté de transférer une fois de plus le fret au CBC, c'est ce que le ministre l'a expliqué, justifiant le fait justement qu'il y a un manque d'entente au niveau donc des transporteurs
Effectivement, on a vu qu'au temps de l'OTRAF, tout se passait bien, mais aujourd'hui, on a parlé de la fêtière, il y a eu une première, ensuite une deuxième, donc du coup, 2 interlocuteurs. Même que là, le ministre semble un peu se réjouir, puisque de par le passé, on avait jusqu'à 22 associations. Aujourd'hui, donc, on en a 2. Le problème est un peu réglé, mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut avoir donc un interlocuteur unique. On a 2 fêtières aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? De l'autre côté également, ça montre jusqu'à quel point il s'agit là d'une question d'intérêt. Alors, moi, je pense que la chose qui manque le plus dans cette affaire, c'est la transparence. On ne dit pas la vérité, on ne va jamais peut-être nous dire la vérité, puisque c'est une histoire de jeu d'intérêt entre le gouvernement, vraiment l'a rappelé ici, et Dabadji aussi. Il y a des intérêts, des membres du gouvernement peut-être qui ont des intérêts jusqu'à un certain degré dans le transport. Donc dans une telle situation, on ne peut jamais connaître la vérité. Il y a justement ce manque de transparence. Donc alors, ce que je vois comme solution, c'est que les 2 parties doivent donc décider de crever l'abcès, de faire en sorte justement que toute la vérité se sache. Non seulement la mise en place de la fêtière, il est important effectivement que les transporteurs arrivent donc à surpasser leur ego et puis évoluer vers la mise en place d'une fêtière véritablement unique. Voilà la première étape qu'il faut franchir. Parce que tant que ça ne s'est pas réglé, on ne peut pas ne pas donner raison aussi au gouvernement qui sera obligé quelquefois de garder le fret en attendant que l'entente soit trouvée donc au niveau des transporteurs. Puisque quand le ministre explique cela, alors on constate effectivement qu'il y a 2 interlocuteurs. Maintenant, la grosse question est de savoir comment faire en sorte que les transporteurs arrivent justement à s'unir, pas seulement les transporteurs, il y a les chauffeurs routiers et tout ce qu'on peut imaginer, tous les acteurs de transport. Comment faire en sorte qu'ils arrivent à s'unir autour d'une association unique et pour pouvoir gérer le fret. Voici donc la grosse question à laquelle donc on est confronté. Et je ne pense pas que la solution puisse venir de là. C'est vrai qu'on a entendu cette fermeté du ministre à travers donc, le décret. Il dit que bon, le fret va être géré par le CBC en entendant de voix claire et on ne compte pas reculer. Mais beaucoup de gens l'ont dit ici. Il se trouve que les transporteurs, même quand ils n'ont pas raison, ils ont quand même une force de frappe et qui fait en sorte que le gouvernement ne peut pas se suppléer à eux lorsqu'il y a arrêt de travail. Et les conséquences de ces arrêts de travail sont vécues de plein fouet et par les populations qui sont directement victimes de cette situation. Et je pense d'ailleurs que quand on parle de grève des transporteurs, voici l'une des grèves, quand on annonce, ça fait courir tout le monde en entendant de voix claire. Donc parce que simplement, il se trouve que les transporteurs tiennent là quelque chose d'assez sérieux. Le transport des marchandises, quand on prend l'exemple du seul carburant, ça suffit pour paralyser une ville. Et ça n'a pas été une première, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle justement de ces remue-ménages au niveau donc, du secteur des transports. Depuis 2-3 ans, on entend parler, on a même créé des pénuries artificielles à Ouagadougou, on a bloqué des axes routiers, on a bloqué le trafic routier à un moment donné, on a empêché des gens de partir d'une ville à une autre. Donc on est vraiment habitué à cette situation des transporteurs. Ça fait qu'ils ont cette force-là, malheureusement, quand ils vont en grève, même si l'État tente de faire une certaine fermeté, il n'a pas les moyens de se suppléer, de remplacer, si vous voulez, de façon immédiate le manque créé par ces transporteurs, puisque l'État n'a pas les moyens d'organiser tout de suite le transport. Voilà donc la situation dans laquelle on se trouve, et je pense qu'il va falloir donc essayer de penser aux états généraux des transports au Burkina, en mettant dans une même salle le gouvernement, les transporteurs, pour trouver une solution durable à cette situation et pour qu'on tombe dans l'ancien temps, au temps de Oumarou Kanazoé, où les choses semblaient bien se passer, parce que quand même à l'époque, l'OTRAF c'était l'association quasi unique qui était l'unique interlocuteur de l'État. Oui, Boulema. Oui. La question de fond, c'est de voir. Je crois que dans cette réflexion, il faut aussi demander l'avis des importateurs. Ceux qui font venir vraiment le fret, parce que les propriétaires du fret, parce que la question de fond c'est à ce niveau-là. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent contraints, pratiquement obligés de travailler avec les fêtières des transporteurs, parce qu'ils ont réussi à s'imposer au niveau de l'État comme étant les seuls acteurs qui ont le droit de transporter le fret. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes importateur burkinabé, vous commandez votre fret, ça arrive à Tima. Vous n'êtes pas libre de choisir quel transporteur doit amener votre fret à haute. Ça aussi, il faut qu'on regarde. C'est pas normal qu'on arrive à ce niveau-là. L'État doit effectivement, au lieu de cette bagarre CBC et transporteur, fêtière unique, c'est la question de fond. Pourquoi effectivement, moi je peux être importateur et que je n'ai pas le droit de choisir qui doit transporter mon... Le ministre a expliqué que c'est une directive de l'IOMOA qui fait obligation aux États de faire un tiers, 2 tiers. Donc un tiers pour les billets. Non, je veux dire, même à l'intérieur d'un tiers, 2 tiers, ça dit tu ne peux pas charger
Ça dit, même si quand tu as une société de transport burkinabé, tu n'es pas libre d'aller le choisir pour tout ton fret. On va te dire, nous on a fait comment on appelle, une sorte de liste. De répartition. Il crée des répartitions. Non, c'est des sortes de... Il crée des, comment on appelle, de rotation. Et c'est eux qui décident la rotation. Ouais. C'est pas les transporteurs, c'est pas le propriétaire du fret. Et ils créent les rotations et ils imposent ça. Ça dit par exemple que vous pouvez être transporteur et moi je ne vais pas travailler avec vous. Maintenant, dans la rotation, il peut arriver qu'au moment où ma marchandise doit être embarquée, c'est ton camion qui est là. Et je suis obligé de travailler avec vous. Mais ça, on est dans quel pays? Non, il faut qu'on réorganise. La question de 1 tiers, 2 tiers, c'est une bonne chose. Mais là aussi, là où c'est important, c'est de donner les moyens à... Parce que là, en fait, c'est quoi? Parce que quand tu t'engages dans un secteur concurrentiel, c'est à partir de tes produits, de tes services, que tu te fais accepter par les importateurs qui te choisissent. Mais pas parce que tu es affilié à une organisation qui impose les règles de la conduite que les transporteurs doivent te choisir. C'est comme si on dit, il n'est pas normal que d'autres on puisse avoir de gros transporteurs qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont trop de marchés, alors qu'il y a des petites marches. Quand tu vas payer ton camion, tu ne m'as pas demandé mon avis en tant qu'importateur pour aller payer ton camion. Donc, je ne m'oblige pas à travailler avec toi. Donc, ces questions-là, le gouvernement doit les traiter avec fermeté aussi avec les transporteurs. Parce que si on ne règle pas ces questions, tous les débats qu'on mène là, c'est zéro. En fait, on laisse l'homme pour la proie. La question de fond, c'est qu'il y a des gens qui veulent s'imposer pour transporteurs sans se donner les moyens, effectivement, de créer tous les services qui vont avec. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un camion. Il suffit aussi d'avoir de bons camions, de pouvoir suivre le fret. Et que moi, si tu transportes mon fret, si j'ai besoin de 48 heures d'ici Lomé, que tu puisses le faire. Si j'ai besoin de 72 heures, c'est ça aussi la question. Que je sois livré. Mais là, il y en a même qu'on charge. Il tombe en panne parce que le gars, il n'a qu'un ou 2 camions. Mais ta marchandise est obligée de rester sur la route durant tout le temps jusqu'à ce que les gars soient réparés. Ça, la fête unique ne pose pas, ne discute pas sur ces questions-là. Mais c'est là la question de fond. Est-ce qu'on peut continuer à accepter que parce que des gens disent qu'ils sont des fêteurs de transporteurs, s'imposent comme propriétaires de quelque chose qui ne leur appartient pas, alors qu'ils sont des prestataires de services seulement? Tout à fait. Voilà. Issouf Maïga promet des discussions dans les jours à venir. On espère certainement que ces éléments et ces aspects seront pris en compte dans ces discussions qui vont s'ouvrir, eux, avec le gouvernement, mais aussi avec les autres acteurs du transport. Paul Biki, troisième sujet très rapidement, c'est la Côte d'Ivoire, où l'opposition confirme son appel au boycott. Après la désobéissance civile, on en arrive au boycott actif du scrutin. Pascal Affi-N'Guessan, qui est candidat, et également Henri Konan Bédié, qui est candidat, et qui, jusque-là, ne se sont pas retirés de la course, appellent au boycott actif du scrutin en Côte d'Ivoire. Vous, votre avis? Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, ils ne se sont pas retirés de la course. Ils ont appelé un boycott actif. C'est vrai que le contenu du boycott actif n'est pas très clair, même s'ils ont dit qu'il faut utiliser tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de ce scrutin, tant que ça va se faire avec la candidature d'un certain Alassane Ouattara. Alors, moi, mon analyse sur cette affaire, c'est que nous sommes encore dans une situation très compliquée en Côte d'Ivoire. Plus les jours passent, plus la présidentielle s'approche, plus on est inquiet, malheureusement, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on ira avec ce boycott actif, puisqu'on entend effectivement les deux candidats de l'opposition, si on peut les appeler ainsi, et qui appellent justement à ce boycott actif. On a déjà vu des manifestations dans certaines localités du pays, des manifestations très violentes d'ailleurs, et cela se passe à quelques semaines seulement de la présidentielle. On se pose la question de savoir quand sera-t-il lorsque le jour J va arriver, notamment la date du 31 octobre 2020, une date de tous les dangers en Côte d'Ivoire malheureusement. Donc ça fait qu'on est dans une situation où on est en train de voir le danger venir, on n'arrive pas à l'éviter. Donc aujourd'hui c'est de voir quelle stratégie mettre en place pour éviter le maximum de morts en Côte d'Ivoire malheureusement. Oui, Dabadi, votre avis après la désobéissance civile, le boycott, finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive au boycott? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il n'y a pas eu de dialogue jusque-là. Je pense effectivement qu'il faut déplorer le fait que la météo politique ivoirienne ne cesse de se dégrader, simplement parce que chacun reste campé sur sa position, et avec effectivement l'appel au boycott actif de la campagne qui a été lancée par Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié. Et on se demande effectivement, est-ce qu'on peut encore éviter des affrontements en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas évident. Et on est d'autant plus fondé à le penser que
Rien qu'hier, on a vu qu'il y a des domiciles qui ont été incendiés, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des rues qui ont été barricadées, notamment à Daokoro et puis à Bonyuanou. Et donc, c'est pour dire que la situation est assez tendue en Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'on en arrive là parce que tout simplement, les acteurs politiques ne veulent pas s'écouter et se parler. Voilà. Donc, Alassane croit du comme faire que c'est déjà plié. Donc, à quoi bon d'échanger avec une opposition qui d'ailleurs peine à mobiliser des Ivoiriens pour barrer la route, pour lui barrer la route dans sa course pour le 3e mandat. Donc, du coup, il s'est dit que bon, c'est inutile. Mais finalement, ce qu'on n'arrive pas à comprendre d'Abadi, c'est que ces deux candidats à la présidentielle, somme toute de l'opposition, ne se retirent pas de la course. Non, bon, pour l'instant, quand même... On même... peut dire il y a boycott, oui. Mais c'est plus facile pour moi de dire, bon, je ne fais même plus partie, et puis bon... Mais je crois qu'ils l'ont plus ou moins dit d'une certaine façon. Ils ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce processus, parce que pour eux, les deux sont pipés, et ils ont dit clairement que ça ne les concerne pas, cette campagne. C'est à cause d'ailleurs de cela qu'ils ont lancé l'appel au boycott actif. Sinon, ils ne le feraient pas, ça n'a aucun sens. Le seul qui est resté constant, c'est Kakabé. Et donc, je pense que en dehors de lui, les deux autres, effectivement, ils ont une position plus ou moins... C'est vrai qu'à un moment donné, ils étaient dans une sorte une position confuse. Mais aujourd'hui, je me dis que la position est beaucoup plus... En tout cas, c'est beaucoup plus clair. Parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'ils veulent boycotter le scrutin. Il n'y a pas autre manière, je pense qu'il n'y a pas mille manières de le dire. C'est vrai qu'ils ont peut-être... Ils se retiennent d'appeler les gens dans la rue parce que, bon, ce qu'il pourrait y avoir comme casse et autres, ils seront effectivement responsables. D'autant plus que du côté d'Alassane Ouattara, on promet de ne pas badiner avec tous ceux qui vont se permettre de brûler des maisons ou en tout cas de répandre la violence en Côte d'Ivoire. Je pense que toujours est-il que la situation, en tout cas, est assez tendue. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce que tout se passe comme si ces acteurs politiques n'avaient pas tiré le leçon de la crise post-électorale de 2011 qui aura finalement laissé sur le carreau plus de 3000 morts. Et je pense que c'est triste. Les Ivoiriens doivent aujourd'hui comprendre qu'il ne faut pas suivre ces vieillards entre grippes parce que quand même aujourd'hui, Henri Konan-Bédié a 86 ans, Alassane Ouattara a 78 ans. À cet âge, logiquement, il devrait quand même... Exactement. Il devrait quand même faire preuve de sagesse. Malheureusement, bon, on a l'impression qu'au lieu de cela, chacun attise plutôt le feu. Et à ce rythme, ce sont les pauvres populations qui vont encore payer le plus fort. La preuve, ce sont des jeunes qui sont en train de mourir, enfin des citoyens qui sont en train de mourir, et ils sont tranquilles dans leur palais, sinon dans leur bunker. Moi, je pense que les Ivoiriens ne doivent pas suivre ces politiciens. Ils doivent comprendre qu'en réalité, ils ne luttent que pour leurs propres intérêts et qu'ils n'ont pas le droit de sacrifier la Côte d'Ivoire sur l'autel de leurs intérêts partisans. Oui, Bourema. Oui, ils n'ont pas le droit de sacrifier la Côte d'Ivoire sur l'autel de leurs intérêts, mais malheureusement, c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis déjà plusieurs décennies, parce que la confrontation Bédié-Ouattara, ça date depuis la mort de Houphouët-Boigny en 1993. Donc c'est une vieille rancune, effectivement, tenace. C'est devenu maintenant à qui pourrait effectivement avoir raison définitivement sur l'autre. Malheureusement, c'est au prix de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est au prix des vies d'Ivoiriens. Malheureusement aussi, c'est surtout au détriment de la stabilité de la sous-région. Parce que, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire, c'est 40% du PIB de l'UEMOA. Donc, si la Côte d'Ivoire éternue, si la Côte d'Ivoire s'enrhume, on va tous éternuer. Donc, du coup... ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire doit effectivement nous interpeller. Moi, je ne dirais pas que c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Moi, je dirais que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est simplement parce que quelqu'un veut un troisième mandat. Sinon, si cette question-là n'a pas... S'il n'était pas candidat, on ne se serait pas retrouvé à cette situation. Malheureusement, non content d'être l'homme, celui par qui le malheur est arrivé en 2010 et celui par qui le malheur risque d'arriver en 2020, il se lance dans des discours belliqueux, parce qu'aujourd'hui, le plus virulent dans ce discours et le plus belliqueux, c'est pas Bédié, c'est pas Afin-Guessan, c'est Alassane Ouattara. Hier, il était à Boaké. À Boaké, hier, il tensait un peu Guillaume Soro en disant qu'il y a un jeune homme qui, depuis Paris, est enivré par l'argent qu'on prétend l'avoir installé au pouvoir. Ça dit...
Je suis en train de me demander si véritablement Alassane Ouattara n'est pas en train de perdre véritablement le nord et au point de pouvoir conduire la Côte d'Ivoire, d'enfoncer davantage la Côte d'Ivoire effectivement dans la boue, sinon même que dans des marécages extrêmement dangereux pour la suite. Parce que ce qui se passe aujourd'hui donne des prémices de quelque chose qui peut être plus grave que ce qu'on a vécu en 2010 en Côte d'Ivoire. Parce que si les gens se remettent à s'affronter, je ne suis pas sûr que cette fois-ci, la limite... parce que il y a des limites qui seront respectées. Voilà, déjà en 2010, on avait comme on appelle des institutions, on avait des forces comme l'ONICI qui étaient déjà là, qui avaient pu effectivement jouer un peu à l'interposition. Mais cette fois-ci, le temps que les autres arrivent, j'ai bien peur effectivement que les dégâts ne soient énormes. Alors qu'ils ils ont toutes les possibilités d'éviter cette situation. Alassane Ouattara, c'est vrai que il n'est pas tard pour lui. Même si déjà son image... la campagne est déjà lancée. La campagne est déjà lancée, mais il n'est pas tard effectivement quand on veut faire du bien. Sinon, effectivement, il sera plus responsable de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire que les autres. Parce que c'est lui qui aurait effectivement décidé de faire un troisième mandat, alors que lui-même, il avait dit personnellement, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il avait dit personnellement qu'il n'est pas possible pour lui d'être candidat. Il l'a dit en 2016, et en 2020, il dit que les autres racontent des bêtises quand ils disent qu'il ne peut pas être candidat. Bon, je ne sais pas entre lui et les autres qui racontent des bêtises. Ça, c'est lui qui racontait des bêtises en 2020, et les autres racontent des bêtises en 2016, et c'est en 2020 que les autres racontent des bêtises. Soit, en tout cas, on ne sait plus qui de lui ou des autres raconte des bêtises en Côte d'Ivoire. On souhaite certainement que la paix visite et soit le quotidien dans ce pays voisin. Très rapidement, la Guinée qui organise aujourd'hui une présidentielle également un peu à l'image de la Côte d'Ivoire où le président sortant veut briguer un troisième mandat. Alpha Condé face à 11 autres candidats qui veut se faire réélire pour un troisième mandat contesté. Paul Miki, c'est un scrutin à haut risque. Oui, c'est également un scrutin à haut risque, exactement comme celui qui se prépare en Côte d'Ivoire. Tout cela par la faute des troisième mandats. Et on sait que le professeur Alpha Condé également a une candidature fortement contestée par l'opposition. C'est à peu près le même scénario qui s'était inscrit dans un boycott à un moment donné. Après, on a vu justement certains candidats qui se sont maintenus dans la course, notamment le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, et puis d'autres candidats. Maintenant, on a vu effectivement que, en ce qui concerne justement la campagne électorale qui s'est terminée vendredi, mal terminée peut-être pour le professeur Condé, qui aurait eu un malaise à un moment donné, ça montre jusqu'à quel point quand même que l'heure de la retraite avait sonné pour ce dernier. Il devrait donc se reposer. Il tient au troisième mandat. On a assisté aussi aux troubles qui sont intervenus à Kindia, notamment avec l'armée. Donc on est dans une situation complètement confuse en Guinée, comme en Côte d'Ivoire, mais en Guinée un peu plus parce qu'on ne sait pas d'où pourra venir justement le mal à ce niveau, puisque tout porte à croire que Alpha Condé est en train de continuer vers sa réélection. On ne sait pas comment est-ce que les choses vont se passer quand on sait qu'il a eu justement ce signal qui a été donné donc au niveau de l'armée, même si beaucoup de gens avaient déjà commencé à parler d'un coup d'État, ce n'était pas le cas. Mais ça fait un peu peur de mon point de vue, ça montre jusqu'à un certain degré l'incertitude qui règne justement dans ce pays-là, tout comme en Côte d'Ivoire. On ne peut que croiser les doigts également. Et puis bon, voir comment est-ce que les choses vont se passer. Et puis espérer que la nature décide autrement pour que le pays retrouve donc sa quiétude. Parce que pour vous, il faut une providence divine. Justement, pour apaiser les cœurs donc, au niveau donc, de la Guinée. Et je pense qu'au-delà de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ça devrait donc être une leçon pour l'ensemble des chefs d'État qui sont en train de finir un deuxième mandat. Il faut éviter justement ces troisième mandats qui sont... Mais au Niger, Issoufou Mamoudou a été clair à ce niveau. Il sait pour lui, mais il ne parle pas pour les autres. Et généralement, on est clair comme ça au début. Comme on l'a dit ici, Alassane Ouattara était également clair, suffisamment clair. Mais après, on a vu un retournement de veste. On espère en tout cas que ça va être vraiment la dernière
je vais dire quoi, la dernière génération de chefs d'État qui concourent donc coûte que coûte à avoir des troisième mandats, même si moi je suis convaincu que ce n'est pas des mandats qui vont bien se finir. Hein, oui, tout à fait. Voilà, Dabadi, une chose est de pouvoir tenir l'élection, une chose aussi est de se rassurer qu'il n'y aura pas de crise post-électorale et de pouvoir diriger le pays comme on le souhaite. Tout à fait. Aujourd'hui, la question en Guinée, tout le monde se la pose. Est-ce que réellement on peut éviter effectivement la crise? Ce n'est pas évident. C'est vrai que Condé est en passe de réussir son pari, sinon sa forfaiture, parce qu'il a tout mis en œuvre pour remporter cette élection, mais le tout n'est pas de gagner. Il s'agit de pouvoir gouverner, surtout dans la paix. Et ça, ce n'est pas chose gagnée d'avant, pour la simple raison que son plus farouche opposant, Dalen Diallo, a dit clairement qu'en 2010, il a accepté parce qu'il ne voulait pas que le sang des Guinéens coule pour le rien. Mais cette fois-ci, il ne se laissera pas voler sa victoire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que, je crois qu'il a été clair, il est prêt cette fois-ci, en tout cas, à annoncer sa victoire au cas où c'est le cas. Bon, on attend de voir. Or, du côté du pouvoir, on a dit que seule la CENI est habilitée à annoncer les résultats. Donc c'est pour dire que rien n'est gagné d'avance. Je pense que la Guinée danse sur un volcan et Dieu seul sait ce qui va se passer. Les Guinéens retiennent en tout cas les souffles. Cette journée, peut-être d'ici la fin de la journée, on saura plus ou moins comment demain sera peut-être fait. Mais déjà, il faut dire que les tensions qu'on a constatées pendant la campagne n'ont rien de bon pour la Guinée. Tout porte à croire qu'il va pleuvoir sur Conakry, parce que les nuages qui s'amoncellent dans le ciel guinéen annoncent un orage et il risque d'avoir un tonnerre, sinon même plus. Et donc, je pense que malheureusement, encore comme en Côte d'Ivoire, c'est l'entêtement des présidents sortants qui veulent coûte que coûte pour qu'un troisième mandat contre vents et marées. Et c'est ça. Mais je pense que le cas de Condé est plus grave parce que le processus aura finalement entraîné la mort de 90 personnes. Et donc, il n'a pas fait tout cela pour reculer, c'est clair et net. Et donc c'est dommage pour la Guinée, mais comme on le dit, chaque peuple mérite ses dirigeants. Voilà, il y en a qui ont pris leur destin en main, ils les ont sassés au prix effectivement d'un certain nombre de morts. En Guinée, je pense qu'ils ont enregistré plus de 80... prenne son destin en main. Mais sinon, à ce rythme, ne comptons pas trop. Le FNDC et puis l'UFDG et de celui d'Alain Diallo. Oui, Bourema, rapidement pour terminer. Oui. Non, c'est le professeur Kizero, son homme, qui disait que si vous vous laissez coiffer dans l'obscurité, il ne faut pas vous plaindre qu'on vous ait coupé les oreilles. Donc si effectivement les Guinéens qui avaient commencé effectivement à faire tout pour empêcher ce troisième mandat, c'est pour croire au résultat des urnes avec un président qui fait tout pour rester, il ne faudrait pas s'étonner effectivement que après, il proclame une victoire qui serait même peut-être factice. Là où, effectivement, il y a un problème avec l'élection en Guinée, c'est même du côté même de l'opposition, où celui d'Alain Diallo pense pouvoir gagner face au président sortant, alors qu'en 2010, il était, c'est 2013, non, je crois, il était parti pour, non, 2010, il était parti pour être effectivement le vrai vainqueur, parce que quand on regarde l'écart qu'il y avait entre lui-même, il avait 42, Condé était autour de 20, autour de 18 au premier tour, et finalement, après 3 mois d'attente des résultats du second tour, c'est lui qui a été déclaré vaincu, et je ne suis pas sûr que les conditions de 2020 se prêtent mieux effectivement à une élection beaucoup plus transparente que celle de 2010. Donc, du coup, moi j'ai bien peur effectivement qu'on se retrouve dans une sorte de tension post-électorale qui va plonger la Guinée davantage dans la violence. Et c'est malheureusement la faute encore et encore du troisième mandat. Et ça, c'est un problème. Peut-être aussi que vous avez dit que vous avez parlé par rapport aux présidents africains qui sont en train de... Peut-être aussi qu'il faut que nous on ouvre aussi l'œil. Si la question du référendum sur la nouvelle constitution, peut-être qu'il va falloir effectivement surseoir à cette nouvelle constitution. Surseoir à cette nouvelle constitution, le temps que le président, s'il est élu, termine son deuxième mandat, avant qu'on le fera avec un nouveau président. Non, c'est les garanties qu'il faut qu'on ait maintenant au niveau des pays africains pour éviter que les présidents qui sont déjà au deuxième mandat révisent la constitution. Sinon, effectivement, ça va après, en fonction des intérêts des uns et des autres. On peut être de bonne foi au départ, avoir de bonnes intentions au départ, parce que qui aurait cru
que quelqu'un comme Condé, quelqu'un comme Alassane Ouattara va oser faire un troisième mandat. C'était impensable. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Donc, il va falloir effectivement que les pays où ce n'est pas encore le cas, qu'on prenne toutes les dispositions pour éviter les révisions constitutionnelles au niveau des deuxième mandats, surtout pour éviter que les présidents en fonction ne prennent prétexte pour demander, comme on appelle, une remise des compteurs à zéro. Tout à fait. Il y a le cas du Bénin et puis du Sénégal également, qui sont suivis avec beaucoup d'attention. Merci à tous les trois d'être venus pour Débat de presse. Bourema Ouedraogo était avec nous, Paul Miki Rwamba était avec nous et Dabadi Zumbara également avec nous. Et avec nous, les nombreux téléspectateurs qui nous suivent au Burkina et à travers et qui nous envoient des courriers à chaque émission pour contribuer à l'émission. Merci à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent au Burkina et à l'extérieur. Et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir.